À tout le monde. Donc, c'est un plaisir de vous accueillir ici. Je suis Flavia Massimo, donc, et je travaille donc à l'université d'Ouro Preto au Brésil. Et je suis très heureuse, en fait, de souhaiter la bienvenue au Forum mondial sur la démocratisation du travail et de dire que c'est un plaisir pour nous de vous accueillir ici dans ce concept. Et je vous remercie tous pour l'effort de planification, de réalisation qui a été fait par des femmes. En ce sens, je tiens à remercier tout particulièrement plus de 2000 personnes donc, qui ont été impliquées. Merci à toutes pour cet effort collectif dans 79 pays aujourd'hui. Notre orateur principal va parler de la décarbonisation. Elle est notre oratrice. Elle a la tâche difficile de situer sa signification à travers différentes cosmovisions concernant le concept de travail, mais aussi concernant le concept de vie, de valeur, de soins et d'humanité. L'environnement n'est pas une catégorie éthérée. Elle n'est pas déplacée pour la race, pour le genre, pour la classe, pour le savoir géopolitique et la colonialité. Mais, comme on nous le rappelle, et Catherine Rousseff nous le rappelle, Youssouf, l'anthropocène ne peut pas se dépoussiérer de l'inventaire dont il a été fait. Donc, la forgibilité de certains travailleurs considérés comme de la chair non humaine doit être centrale dans le débat de décarbonisation. Est-il possible de décarboniser sans décoloniser? Voilà une question. La dépossession de l'humanité de ces travailleurs, en particulier des Noirs et des indigènes autochtones, est en fait liée à la dépossession de leurs terres, de leur eau, de leur air et de leur nourriture. Ce sont les corps qui génèrent plus d'énergie et de valeur ajoutée dans l'économie mondiale et souffrent le plus des effets du changement climatique. Pourtant, ce sont eux qui participent le moins aux décisions concernant l'avenir de la planète. Et est-il possible qu'on puisse démocratiser sans se décoloniser? Nous poursuivons l'accumulation du capital à travers l'histoire, tout en extrayant l'énergie de la matière non humaine comme le charbon, le pétrole, le fer, la chair non blanche. Et il ne s'agit pas seulement de marchandiser le travail, comme dans toute relation de travail capitaliste, mais plutôt de transformer leur propre être en matière vivante. Aujourd'hui, les corps non blancs ne sont pas complètement inclus dans la catégorie juridique de l'humanité. Et nous théorisons toujours dans le même paradigme ontologique du sujet de droit. Est-il possible de décommodifier ou démarchandiser sans décoloniser? Il s'agit des 270 travailleurs brésiliens qui ont été asphyxiés par une mer de boue lors de l'effondrement du barrage de Vale
en 2019. Ce crime s'est produit seulement 3 ans après la rupture du barrage de Mariana, également au Brésil, et qui a été le plus grand crime environnemental du siècle dernier, affectant gravement les écosystèmes locaux qui soutiennent les moyens de subsistance traditionnels. Après ce génocide et écocide causé par l'exploitation minière, vient la mort sociale et ancestrale. Ceux qui ont été survécus ont été contraints de tuer leur mode de vie, leur culture, leur travail. Et on a vu de manière lente mais douloureuse, comme Javati Ghosh hier et Adèle Blackett nous l'ont rappelé hier, le travail communautaire sur la terre n'est même pas pris en compte dans l'équation de la marchandisation. Il en va de même pour le travail de soins exigé par les personnes dont la santé a été affectée par ce crime environnemental. Ce n'est pas une exception, ce n'est pas un accident, c'est un projet politique. En 2014, c'est arrivé en Turquie, en 2007 en Chine, en 2000 en Ukraine, en 1986 en Afrique du Sud, pour ne citer que quelques-uns des plus grands crimes environnementaux et sociaux causés par l'exploitation minière. Aujourd'hui, nous allons attendre l'une des principales voix contre cette nécropolitique minière, une voix qui ne parle pas pour les autres, mais qui se forme avec les autres. Tânia Ribeiro est une professeure des droits de l'homme de l'Université fédérale de Ouro Preto au Brésil. Elle est titulaire d'un doctorat en droit international de l'Université catholique Pontificia de Minas Gerais au Brésil, et à la même institution, elle a obtenu sa maîtrise en sciences sociales. Elle a été également une chercheuse invitée au Centre d'études de l'environnement et socio-environnemental au Brésil. Elle parlera en fait aussi du réseau constitutionnaliste démocratique latino-américain et coordinatrice du groupe d'études de recherche socio-environnementale au Brésil. C'est un plaisir de vous avoir ici, ma chère amie Tânia Ribeiro. Elle parlera environ durant 30 minutes, après quoi nous aurons 15 minutes pour les questions et les réponses. Veuillez poster vos questions dans l'une des langues prises en charge dans la fonction. Vous avez la parole. Tânia, c'est à vous. Merci beaucoup, Flavia, pour l'invitation. Bonjour à tous, bon après-midi. C'est un honneur pour moi, en fait, de participer à ce niveau en démocratisant le travail et en voyant les opportunités à ce niveau de pouvoir partager les réflexions à ce niveau sur le travail et sur ce que nous faisons au Brésil par les personnes qui ont été affectées et touchées par ces questions. Et je suis sûr que la convocation pour cet forum global pour débattre de la démocratisation est importante pour la marchandisation du travail et pour la dépollution de la planète et qui attire beaucoup de gens curieux. Et pour les gens intéressés, nous aurons la possibilité de parler de ce débat et c'est avec eux que je vais parler. Donc c'est une présentation qui nous racontera un peu la première partie qui correspondra donc à une introduction. Je voudrais bien discuter dans cette première partie la question de la décarbonisation de la planète. Et c'est en fait ce nouveau mot, ce néologisme décarbonisé pour tous les débats d'aujourd'hui. Et la deuxième partie de mon exposé, c'est en fait une exposé donc pour parler du débat et pour voir donc tout ce qui se passe au niveau du travail, de l'exploitation, de la pollution et de tous les problèmes qui en découlent. Et j'ai réservé pour aujourd'hui
quelques questions sur le manifeste de la zone zéro dans le monde, et c'est en fait la dépollution. Et je crois, on parle d'un forum global, on peut dire qu'il y a des documents officiels de la manifestation en plusieurs langues, et j'ai consulté ces documents dans les langues latines pour comprendre un peu mieux ce dont on voulait débattre aujourd'hui en plénière. Et ce que j'ai vu, c'est en fait une pluralité de paroles avec des signifiants connectés par rapport à ces questions. Et la version en espagnol se traduit par dépolluer. En français, comme je vous l'ai dit, dépolluer. En italien, il s'agit de risanamento ambientale. Donc, en fait, c'est la décontamination ou la dépollution. Et en portugais, on dit descarbonizar. Et je voudrais dire qu'en portugais, c'est un mot qui existe dans pour chacun des mots qui vient d'être utilisé dans les différentes versions, dans les différentes langues. Pour dépolluer, comme on l'utilise en espagnol, nous avons la même mot en portugais, dépolluer. Pour dépolluer, nous avons en fait un autre mot qui est décontamination. Et pour le risque ambiental, on a en fait le soin au niveau de l'environnement. Et puis, nous avons aussi le mot ou le verbe décarboniser que l'on traduise en anglais par decarbonize. Et les mots portugais avec décontamination, dépollution, trouver une solution et décarboniser ont des significations similaires, mais elles ne sont pas les mêmes et on ne les utilise pas dans les mêmes contextes. Et ce que je veux dire avec cela, c'est qu'en plus des problèmes que l'on a en ce qui concerne les relations au niveau du travail, la mercantilisation du travail et la pollution au travail et de la planète en général, nous devons affronter toute une série de questions dans une lutte et où il faut parler de ces différentes questions. Si la version de n'importe quel vocable latin, je me pose la question de la pollution. Quelles sont les centaines de traductions d'un manifeste sur le thème dont on débat aujourd'hui? Une chose est sûre, les thèmes liés aux relations du travail ne sont pas déconnectés des effets sur la nature et ses conséquences. Mais nous devons parler, comme Kevin l'a dit, de la première partie de ma présentation. Je voudrais en fait parler de deux points principaux. La première est bien que si l'accent du débat d'aujourd'hui est mis sur la décontamination ou la dépollution, nous ne pouvons pas séparer ce thème débattu lors des 2 premiers jours de ce forum. Les problèmes sociaux et environnementaux ne peuvent pas être séparés des problèmes socio-économiques. La fragmentation de la connaissance, qui produit aussi la fragmentation du débat et qui conduit à des spécialisations, seulement montre la responsabilité des personnes, des gouvernements et des entreprises. Et quelles sont leurs responsabilités? Ainsi, l'entreprise qui, par exemple, pollue une rivière se présente comme la promotrice du développement économique. Et l'État qui a le devoir de préserver l'environnement. Et en fait, il fait la sourde oreille par rapport à la pollution. Et en fait, il devrait demander aux entreprises de payer des taxes. Et en fait, les travailleurs ne se sont pas responsables des activités polluantes. Ils ne font que ce qu'ils font et suivre les ordres et ont besoin de leur travail. De ce fait, personne ne se sent responsable de la destruction de la planète.
Ainsi, la dépollution peut être débattue dans un contexte de démocratisation de les entreprises et de la démarchandisation du travail. Ce que l'on doit en fait se poser comme question, c'est de voir s'il est possible de changer cette approche comme cette économie mercantile et en fait la dégradation de l'environnement. Mais il existe en fait une grande résistance au niveau de ce thème parce que, comme Dardo et Laval ont bien mentionné, ce n'est plus un modèle économique et c'est devenu en une raison pour le monde que l'on nous impose. Ainsi, le capitalisme a abandonné le discours et a commencé à être traité comme ontologique. La mauvaise nouvelle pour nous, c'est qu'il n'y a pas une autre manière de produire une relation avec la nature sans produire une autre raison de vivre dans ce monde. Ainsi, en effet, parler de ces notes d'introduction, je pense qu'on peut discuter pour voir comment on opère dans la pratique sur les effets du capitalisme comme raison pour gouverner ce monde. Et ainsi, je parlerai du désastre de Fundão, qui s'est déroulé en fait au Brésil il y a 6 ans, pour que vous puissiez visualiser l'environnement dans lequel s'est déroulé ce désastre. Je voudrais bien partager avec vous quelques images prises pendant ma visite sur place pour que vous rendiez compte par vous-même, parce que je pense que les images parlent mieux que tout discours. Voici une des images de la région où se situe donc la retenue de Fundão du barrage, et plus en bas, vous avez la partie du village de Bento Rodrigues et qui a été complètement rasé et détruit par la rupture de ce barrage. Voici une autre image et nous voyons une vue aérienne avec en fait la boue qui s'est déversée et les déchets et les résidus en fait que l'on a trouvés, les résidus, et pour toute cette région. Et ainsi, nous avons une image en bas où on voit en fait où la boue en fait arrive dans l'océan et toute cette pollution, on peut la voir dans ces images. Ainsi, je reviendrai donc à ce débat parce que c'est très important pour moi. Et au mois de novembre, donc en 2012, il y a eu en fait une entreprise de minière de San Marco qui se trouvait dans les Minas Gerais, la province de Minas Gerais, et 54 millions de mètres cubes en fait et de déchets ont provoqué la mort et la destruction de qui se trouvait sur le chemin. Et l'entreprise San Marco est une entreprise commune parmi les entreprises de cette région Val et BHP Billiton, qui a été un modèle stratégique d'association empresariale au Brésil. Et il y a en fait un cadre juridique qui montre que ces sociétés et ces alliances stratégiques entre les entreprises sont viables. Et cette forme de constitution de société mixte peut être menée à bien avec une manière d'atténuer les responsabilités civiles, pénales et environnementales. Ainsi, il existe une société effectivement constituée, mais les décisions administratives doivent être prises par les sociétés constitutives. Et ce n'est pas le cas. Après 3 ans, après ce désastre, un autre désastre minier s'est produit dans la municipalité de Brumadinho, située dans l'état de Minas Gerais. Et le désastre de Brumadinho a causé la mort de 270 personnes.
dont 131 employés directement par l'entreprise minière Vale. Dans le cas de Brumadinho, a été le plus grand accident de travail au Brésil en termes de pertes et de vies humaines et le deuxième plus grand désastre du siècle. Ainsi, je vais centrer mon discours sur le cas de Mariana, en fait, et les répercussions environnementales qui sont encore plus graves. La rupture la retenue de Fundão à Mariana, la localité, a été considérée comme la plus grande tragédie environnementale au Brésil. Et on peut considérer cela comme vraiment un point final par rapport à ce méga-cycle de marchandisation dans le pays qui a commencé dans la décennie des années 2000, en accentuant en fait la manière concrète dont la crise a été provoquée par le capitalisme et ses modèles néolibéraux et néo-extractivistes. Et ce modèle de développement a été adopté par le pays, a démontré au fil des ans que le rôle joue le Brésil dans l'économie mondiale. Cela veut dire, en fait, on a brisé l'héritage politique colonial qui nous, en fait, permettait de vivre par rapport de nos richesses et des produits que l'on générait, en générant des richesses aux pays qui bénéficient de ces produits. Et certains groupes de chercheurs ont vu dans les universités brésiliennes qu'il existe une relation structurelle entre les cas de rupture de retenue d'eau et de barrages et des changements dans les cycles économiques de la mine. Même si un grand effort a été fait par les chercheurs et les spécialistes et techniciens pour chercher et voir et réduire les impacts négatifs de la mine, chaque jour, nous voyons donc de nouveaux dommages socio-ambientaux. Et au niveau de l'environnement, ce sont vraiment des catastrophes. En fait, il y a vraiment des tragédies comme celui du barrage de Fundão qui a provoqué la destruction totale des villages de Bento Rodrigues, Paracatu, de Baixo et Restela, et en causé encore plus dans diverses communautés jusqu'à l'océan Atlantique. Donc, ces déchets se sont déversés sur 663 km dans les rivières Gualacho du Nord, Carme et Doce. Et cela fait plus de 879 km jusqu'à l'océan Atlantique parcouru par ces boues, ces résidus. Et donc, après avoir détruit le village de Bento Rodrigues, l'avalanche de pierres a atteint plus de 30 villes. Le bilan est de 19 morts, plus 1200 personnes sans abri, plus de 1500 hectares de terre détruits, y compris des parcs nationaux, des zones de conservation, les pêcheurs, les habitants des rivières, les agriculteurs, les colons dans la réforme agraire, les différents villages traditionnels et autochtones, en fait, les villages autochtones comme Krenak et les habitants des villes qui se trouvent sur les rives de ces rivières qui ont été touchées. Et pendant 7 ans, les victimes de ces désastres continuent à subir des violations des droits de l'homme dans leur liste pour la réparation intégrale de tous les dommages encourus. La longue enquête que nous coordonnons au Brésil travaille directement dans la ville de Barra Longa, dans l'état de Minas Gerais. Et la seule ville dont le centre urbain a été touché par les déchets de la forêt de Fundão, c'est en fait une enquête qui a été faite par les enquêteurs de ce groupe de recherche et nous avons trouvé grâce à eux que si l'on récupérait tous les déchets que l'on a déposés à Barra Longa,
Cela suffirait à alimenter plus de 448 terrains de football. Et ces déchets, on a seulement retiré 157 000 mètres cubes, mais ça veut dire à peu près 22 en fait, terrains de football. En d'autres termes, la ville de Baralonga possède des dépôts de déchets qui pourraient remplir 426 terrains de football. Le pire de tout, c'est que, en fait, ces déchets que l'on a utilisés dans les travaux dans les municipalités a augmenté l'exposition des personnes à la toxicité de ces déchets. Les femmes de la ville qui devraient être chargées des tâches ménagères s'inquiètent constamment de l'augmentation du travail nécessaire pour nettoyer les maisons à cause du polissage des sols. Parce qu'il faut nettoyer constamment et clairement le désastre de cette rupture de barrage a eu un impact énorme sur le travail de reproductif de Baralonga. Les déchets déposés dans le centre-ville de la ville correspondent à la partie la plus riche, ont été retirés et emmenés aux abords de la ville, où vit la population la plus pauvre et majoritairement noire. Et cela montre très bien la pratique du racisme environnemental. Et donc, si on analyse le cas de Baralonga, on verra quelle est l'intersection des dommages qui ont été causés par les entreprises minières et ils retombent d'une certaine manière différente sur les femmes les plus pauvres et les villages les plus pauvres. De plus, nous savons que sans retirer les résidus, il n'y a pas moyen de remettre dirons-nous, à niveau l'environnement et que la population de la ville et les travailleurs des entreprises qui réalisent ces travaux de réparation sont en fait touchés par tous ces dégâts. Jusqu'à présent, les entreprises ne se sont pas senties obligées de prendre les mesures indiquées dans les études qui révèlent l'existence de risques pour la santé humaine. Une de ces études a été réalisée par l'entreprise Ambios et elle a constaté l'existence d'une exposition à des substances toxiques et un risque de pollution par des métaux lourds dans les villes qui ont été analysées, comme Baralonga aussi. Et on voudrait savoir ce que les entreprises ont fait à ce propos et de ce désastre. Et au lieu de prendre des mesures pour remédier et trouver une solution à ces risques pour la santé humaine, d'autres entreprises ont mis en question les études réalisées à ce niveau. Et elles ont montré les résultats et ils n'ont rien fait, rien pris comme mesure recommandée. Et dans les conclusions et recommandations présentées dans l'étude Ambios, donc environnement, pour la ville de Baralonga, on dit que, entre guillemets, en fait, il y a eu des routes qui en fait, ont vu disparaître certaines infrastructures et qu'il y a des déchets extrêmement cancérigènes par rapport au potentiel cancérigène et génotoxique de ces déchets et en fait qu'il y a sur le chemin de ces routes de déchets des systèmes toxiques et systémiques à des niveaux supérieurs que les valeurs de référence. Et je ferme les guillemets. Mais c'est terrible. Vous voyez en fait que même avec un niveau de danger que représente Baralonga selon l'étude Ambios, donc il a été classé dans la catégorie A, ce qui veut dire danger urgent pour la santé publique. Et cette étude, on l'a en fait menée à bien en utilisant la méthodologie du ministère de la Santé, selon lequel cette catégorie A a été utilisée pour des sites
qui courent un risque pour la santé comme résultat d'exposition passée à ces déchets, et présents et futurs, et ce à court terme. Et à long terme, ces substances chimiques dangereuses, dans les lieux où il existe un risque physique, devraient être interdites. Et donc, parmi les recommandations pour ces différentes zones classifiées ainsi, nous avons la catégorie A pour l'évaluation des risques pour la santé humaine. Et on devrait parler des choses suivantes. Prendre les mesures nécessaires pour éliminer tous les risques physiques existants. Et je dirais que les déchets, en fait, se trouvent dans la ville de Baralonga. Suspendre l'exposition de la population à ces risques et l'arrêter. Et voir aussi quelle est, en fait, l'impossibilité d'élimination de ces risques puisque la population devrait déménager ailleurs. Et que font-ils par rapport aux risques de la santé pour les différents travailleurs de Baralonga? Rien. Et c'est ce qui a été montré par le passé et qui montre comment les entreprises, avec ce qui s'est passé au Brésil, est extrêmement grave pour la santé des mineurs. En 2020, nous avons organisé un petit rapport intitulé Minerie, réalité et résistance, donc les entreprises minières, réalité et résistance, et ce par rapport aux entreprises. En fait, c'est encore l'entreprise San Marco qui est responsable de ce symbole et Agape Pinto, comme je vous l'ai dit, qui sont les deux entreprises qui sont responsables de ces désastres écologiques. Une chose intéressante, c'est que l'entreprise Vale est une entreprise d'État et que son nom se situe entre le Rio Dulce et lorsque on a changé cette entreprise qui était nationale et qui est devenue une entreprise privée, qu'elle a été privatisée, on a en fait changé le nom de la rivière et c'est une image de la rupture de ce barrage, en fait de l'entreprise de Brumadinho. Et voici les images à ce propos, et ce après la rupture. Voici une image qui parle plus que tous les discours. Voici le village de Bento, avant la rupture du barrage et après. Et voici ce qui se passe. Voici une image de ce désastre et des conséquences par rapport à cette entreprise de Brunalonga. Et voici donc tout ce que l'on peut voir sur Internet. Et voici ces images. Et vous voyez le désastre. Et c'est absolument terrible. Et comment cette région a été affectée. Vous voyez le petit singe ici sur la photo. Voici les images. Et nous voyons, c'est là où se trouvait en fait le village dont j'ai parlé, le village de Bento. Et aussi une image d'une maison qui a été détruite complètement par cette mer de boue et cette vague. Et voici l'entreprise qui gestionnait et qui gérait en fait, c'est en fait un village qui se trouve en fait tout près de l'entreprise et nous avons une image avant, en haut de l'écran et en bas de l'écran après le désastre. Et voilà, voici une image de Gestel et ici aussi, et vous voyez l'étendue du désastre. Et ici aussi, ce sont des photos qui montrent très bien et cela vaut mieux que tous les discours. Et c'est là qu'on a fait la première visite à cet petit village. Voilà ce qui se passait. C'était une école que vous voyez ici à l'image et qui se trouve en fait complètement détruite.
Et voici le parcours de la boue, en fait, de la rupture, donc qui a parcouru toutes ces fleuves qui se jettent dans l'océan. Et dans cette partie que je vous montre, elle est passée donc de l'état de Minas Gerais à l'état de Espírito Santo. Et en fait, elle est entrée, donc ce fleuve se jette dans l'océan. Et voici les victimes de ce désastre crime et criminel. Et ces pêcheurs, et vous voyez ce qu'ils pêchent après la couleur de la mer, qui est tout à fait rouge, qui est mélangée avec les boues de l'entreprise. Voici l'image de la place centrale de Baralonga. Et ce, après la rupture de ce barrage. Et les entreprises qui ont fait en fait les réparations des routes ont fait de nouveaux dégâts au lieu de faire un bon travail. Et donc avec ces images, vous pouvez avoir une idée, une dimension de ce désastre écologique et ce qui se passe donc à moyen terme est très grave. Ceci est très très grave pour les personnes qui sont affectées dans cette zone, qui sont touchées. Et ce qui se passe donc pour les travailleurs miniers et pour les mineurs, c'est terrible. Et nous avons organisé donc un petit livre qui s'appelle Miniers, mineurs, réalité et résistance. Et nous avons partagé différentes expériences par rapport en fait, à tout l'argent qui a été impliqué. C'est une manière de voir comment les travailleurs ont été affectés par ce désastre écologique. Et cela montre bien la nécessité et le besoin de protection de l'environnement. Et il faut changer les manières d'agir pour que les entreprises ne soient plus structurées de la même manière et qu'elles soient responsables de leurs actes. Et nous devons le faire. Ce sera nous, si on ne le fait pas, qui serons affectés par ces dégâts des mines. Je vous remercie infiniment. Oui, merci, Tatiana, pour cette présentation à la fois émouvante et puissante. Je crois qu'il est important de dire que notre université est également localisée dans cette région. Et donc, pour nous, c'est vraiment important de faire en sorte que ce genre d'informations se transmettent et essaiment autant que possible. Donc, je vais user de mes prérogatives en tant que présidente, d'ailleurs, pour vous demander et vous poser la première question. À votre avis, diriez-vous qu'il est impossible de décarboniser sans décoloniser un territoire, finalement? Dans une perspective post-colonialiste, quand on cherche à construire des solutions collectives qui combineraient les solutions mondialement, finalement, des hémisphères nord et sud, que pourrait-on imaginer? Merci beaucoup pour cette question, Flavie. Et je crains que ça ne soit pas totalement possible. Continuer à polluer sans décoloniser finalement, car les gens responsables de ces actions sont les seuls à pouvoir dire quel antidote finalement ou quelle action permettrait de contrer ces catastrophes. Et donc, ils ont à aménager un espace, finalement, les locaux, ou faire entendre leur voix et leurs doléances. Et dans le cadre légal du cas ou de l'affaire San Marco au Brésil,
Le juge n'a estimé valable que l'argument finalement étayé par les pays du Nord industrialisés. Et on a eu beau faire appel finalement aux solutions locales, ce sont plutôt les documents techniques des gens du Nord et les recherches qui ont été effectuées n'ont pas eu d'effet ou d'impact dans la décision et l'argumentation légale. Donc c'est non seulement un problème de pollution et environnementale auquel nous sommes confrontés, mais aussi un problème théorique et légal qui devrait impacter la structure du cadre légal dans lequel opère cette entreprise, et où les solutions ne sont pour l'instant pas finalement correctement déployées, en tout cas ne permettent pas d'impliquer toutes les parties prenantes. Alors ça, c'est vraiment quelque chose absolument à quoi il va falloir remédier pour essayer de réparer une partie des dommages provoqués par cette entreprise. Et ceci est typiquement une expression ou je dirais, une des conséquences finalement de la colonisation économique et donc du pouvoir finalement, quels que soient les termes que l'on utilise. Cela revient à dire que sans justice et sans éthique, on ne peut pas envisager de politique environnementale. Il y a toute une série de transformations structurelles de l'ordre de la démocratisation qui doivent aller de pair pour consolider ce travail. Hein, donc un travail formel, un travail informel, les plus politiques, un travail non productif finalement, parce que bien d'autres paramètres sont impliqués dans ce désastre que les questions purement économiques. Donc nous ne pourrons pas sauver l'environnement sans une approche holistique qui implique justement et qui tienne compte de nos modes de vie, en particulier voilà, du style de vie de la communauté implantée localement. On ne pourra pas faire justice à l'ensemble du biotope si on ne convoque pas une forme d'état général qui permette de réviser théoriquement la meilleure façon de procéder. Donc en effet, les travailleurs impliqués, pas seulement dans la compagnie minière, mais dans toute autre entreprise qui s'occuperait des travaux d'entretien, de réparation et autres problèmes de traitement des déchets, par exemple, de récolte et de traitement des déchets, qui donc est susceptible d'améliorer la vie des gens ou en tout cas d'entendre leurs réclamations. Tous ces travailleurs, avant d'être entendus et jusqu'à ce qu'ils le soient, continuent à tomber malades par ailleurs hein, et développer beaucoup de pathologies inhérentes à la manipulation de ces matières dangereuses. Et donc, il faut vraiment une approche globale, comme nous le disions, qui ferait partie d'un paquet ou d'un ensemble de mesures de décolonisation, en effet. Merci encore, Tatiana, pour cette réponse assez exhaustive. Moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus en ce qui concerne votre idée pour développer méthodologiquement justement des stratégies de décolonisation finalement. Et dans votre recherche, nous avons d'ailleurs une question dans le fil, je vois, du chat en portugais qu'il me faut traduire, qui demande
en tenant compte les conséquences désastreuses de ce crime environnemental, êtes-vous conscient ou percevez-vous une vulnérabilité encore plus grande des populations ou des communautés de femmes noires, ou n'est-ce pas ressorti comme étant un facteur apparent? Parce que vous l'aviez mentionné plus tôt, il y a aussi une forme de racisme et de capitalisme racial qui sévit en fait dans ces régions. Donc nous voulions savoir si vous aviez pu observer les deux de concert peut-être dans ce cas d'école. Merci une fois de plus, Flavie, pour cette question. Milerma aussi, qui a soulevé ce point. Alors, je vais essayer de travailler de la méthodologie que nous avons adoptée dans notre groupe de recherche. Nous sommes en effet présents autant que possible dans tous ces territoires concernés par les problématiques des colonisatrices finalement, et nous essayons d'étendre nos recherches et nos travaux académiques autant que possible en rapport avec les problèmes identifiés par les autochtones. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de prendre contact avec les personnes concernées pour essayer de mieux prendre connaissance des problématiques ou des véritables enjeux sur place, ou des problèmes prioritaires à soulever pour bien identifier les besoins des populations concernées. Nous avons mis au point une série de projets dans le cadre de notre groupe de recherche déjà. Alors, nous effectuons ensuite ces recherches de concert avec ces personnes concernées, car ils ne sont pas seulement les objets, mais aussi les sujets finalement de ces recherches et de tous les travaux que nous concentrons à leur sujet. Donc, notre méthodologie, si vous connaissez un peu le Brésil, c'est sa cartographie, consiste en une méthode qui permet une forme de traçage avec des séparations par catégorie géographique. Et notre modélisation donc recense en fonction des communautés, mais aussi de la connaissance ou des aptitudes techniques finalement des populations qui continuent à échanger régulièrement avec nos chercheurs pour nous tenir au courant de leurs préoccupations bien réelles et concrètes sur le terrain, tout en essayant éventuellement de bénéficier de certaines suggestions scientifiques ou techniques dont nous essayons de leur faire part. Donc, il ne faut pas prendre le problème à l'envers, on part de la base. Et pour répondre à la question de Guylaine de nouveau à propos des conséquences impactant plus ou moins la population et la communauté noire des femmes, notamment, la question était effectivement, si la question était de savoir à quel point la vulnérabilité de ces populations et de ces communautés de femmes noires était palpable. La réponse est oui, elle l'est, car elles sont majoritairement plus pauvres et donc plus exposées aux dommages découlant de ces activités toxiques. Et dans le cas des femmes, bien souvent noires, des villages les plus démunis, elles sont donc
surexposés par rapport à l'empreinte globale de cet impact environnemental. Donc, il nous faut bien sûr mettre au point des solutions spécifiques pour toutes les catégories, comme nous le disions, recensées, des zones impactées. Merci, Tatiana. Nous avons également une question qui nous vient de Isabelle Ferreras. Elle vous remercie pour votre présentation poignante et elle vous demande quelles sont les principales avenues de possibles réparations et de réconciliation que vous envisageriez ou que vous considéreriez comme les plus utiles. Et puis nous avons une question anonyme aussi qui nous demande, on nous dit plutôt que partant du principe que nous n'arriverons pas à nous départir du système capitaliste du jour au lendemain, quelles seraient les premières étapes, les premiers soins, entre guillemets, et premiers secours afin de remédier du mieux possible à ces besoins de première nécessité. Alors, merci pour toutes ces questions, en effet. Donc, comme nous le disions, nous avons travaillé avec cette méthodologie de recensement depuis combien de temps déjà? Bien, nous avons commencé avec le Cagliari Adulte. À l'époque, c'était le désastre du barrage Fundal et ça remonte à 2016, puisque les inondations ont eu lieu en novembre 2015. Et donc, nos premiers contacts établis avec les autorités locales étaient dans la foulée de cet événement-là, avec pour objectif d'écouter avant toute chose les populations, leurs témoignages, leurs griefs avant d'entamer quelconque recherche. Donc, nous ne venons pas avec des projets préfabriqués à mettre en œuvre. Ce sont vraiment des projets qui viennent s'élaborer en réponse à un certain nombre de préoccupations. Et je crois que je vois pas mal de questions afférentes justement à ces solutions que nous pouvons nous imaginer de façon exemplaire. Bien, les gens, par exemple, de Just Date, se sont mis ensemble pour essayer de mettre sur pied, j'essaie de me souvenir du mot espagnol, pour décrire ces espèces de communautés ou de camps de déplacement temporaire de population. Oui, je me demandais s'il y avait un meilleur terme plus technique, mais effectivement, c'était donc l'idée de repeupler ou de relocaliser une partie de la population qui n'avait plus intérêt à rester dans ces zones en pleine déforestation. Et nous avons essayé de travailler avec eux à l'élaboration de lieux d'habitation, d'un habitat correct dans ces nouveaux territoires, en essayant de mettre sur pied une méthodologie qui s'aiderait donc d'une modélisation en 3D, permettant aux gens eux-mêmes de dessiner finalement les différentes parties des infrastructures, des pavillons sanitaires, des routes et des autres institutions principales ou centrales à leur communauté, scolaire ou autre, afin qu'une équipe d'architectes, finalement, aidée donc de membres de notre groupe de recherche avec ces instruments de modélisation, exploitent les idées des habitants en se référant vraiment à leur propre dessin et desiderata. Et nous avons appelé
ceci un projet simplement populaire de reconstruction pour l'État affecté. Et voilà un bel exemple donc d'utilisation des technologies sociales pour des travaux de réparation, mais aussi de réparation suite aux catastrophes observées ou citées, dans lequel les populations locales étaient amplement consultées et prises en compte, et donc mieux conseillées légalement par la suite aussi. Donc, bien souvent, on s'aperçoit que les gens manquent de support technique, et donc nous essayons de lutter pour que ces consultations deviennent une réalité plus accessible aux tout venants et que les gens puissent faire des choix éclairés en fonction d'un outillage et d'une brochette d'options plus équitable et plus judicieuse, leur permettant également d'asseoir les bases juridiques éventuellement de leurs actions si elles sont amenées un jour à se défendre en justice pour leurs droits. Par exemple, dans le cas du Riadolz, nous étudions en ce moment le recrutement d'un certain nombre de membres du personnel à même de fournir ces services de conseil. Je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'il y ait d'autres questions vraiment différentes que je n'ai pas repérées. Oui, un commentaire du professeur Delblac peut-être. À vous, remercie encore pour votre puissant exposé et posant la question qui a peut-être été déjà abordée à certains niveaux. Et malheureusement, nous n'avons plus le temps de rentrer plus avant dans les détails de ce sujet, puisqu'une autre table ronde commencera dans 15 minutes et il nous faut donc conclure ici en remerciant tous les participants donc à cet effort de démocratisation dans le domaine de la décarbonisation. Alors on sait que ce n'est pas courant d'avoir autant de spécialistes se penchant sur la question de la décolonisation décarbonisée. Et donc merci à Angélique, à Tatiana, qui a réussi à mobiliser du temps pour nous et pour ces présentations vraiment très parlantes et qui nous ont tous pris aux tripes, je crois. Donc, encore merci de vous être joints à nous et retrouvez-nous dans 15 minutes pour la prochaine table ronde. Merci beaucoup.